Je suis ravie d'être avec vous en votre compagnie ce soir. J'espère que je vais pouvoir voilà, vous apporter des clés de décryptage de comment j'ai vécu ces 9 mois qui sont passés très très vite et qui ont été très intenses et voilà que j'ai appris énormément de choses. On vient d'être diplômés. En avril, là, on a eu la cérémonie des diplômes. C'était encore un autre moment de se réunir, mais j'aurai le temps de vous en dire plus sur l'esprit de la promotion si vous avez des questions et vraiment concrètement les impacts que ça a et ce que du coup j'ai réussi à faire à partir de ce master. Merci. Alors, Romain, c'est moi qui vais... Je vais présenter Romain, mais je ne te donnerai pas tout de suite la parole. C'est le co-directeur du programme. Vous aurez affaire à Romain, pour ceux qui nous rejoindront, tout au long du cursus. Donc, vous apprécierez ses compétences, ça c'est certain. Et Romain, un petit peu plus loin dans le programme, va intervenir notamment pour présenter la direction de programme. Donc là, de manière totalement démocratique, Romain, je te donne pas tout de suite la parole. Rapidement, quelques éléments sur l'école, l'Institut Mines Télécom Business School. Donc en fait, c'est la grande école de management de l'Institut Mines Télécom. En fait, c'est le premier groupe d'écoles d'ingénieurs et de management en France, composé de 7 écoles d'ingénieurs, dont Télécom Sud Paris, avec qui nous partageons le campus d'Évry. 4 écoles associées, dont l'ENSIE, avec qui nous partageons, ainsi qu'avec Télécom Sud Paris, un incubateur. J'y reviens tout de suite après. Et donc, au milieu de cet ensemble d'écoles d'ingénieurs, il y a l'Institut Mines Télécom Business School, ce qui permet, grâce à cette proximité école d'ingénieurs et notamment le fait de partager un campus avec Télécom Sud Paris, ça nous permet d'affirmer des compétences hybrides, à la fois sur la partie management numérique, et puis de proposer des formations en lien avec les besoins des entreprises et des individus. J'ai évoqué l'incubateur, donc l'IMT Starter, 4e incubateur de France, que nous partageons donc avec Télécom Sud Paris et l'ENSIE. Et l'objectif, la mission de cet incubateur, c'est d'accompagner les meilleurs entrepreneurs du numérique, de les aider à développer leurs projets, de leur donner les moyens de leurs ambitions et, tant qu'à faire, de les guider sur la route du succès. Cet incubateur a été créé en 2000 et depuis, il a permis de créer, même un peu plus que ce qui est sur la présentation, 230 sociétés. Donc ça peut être une option à considérer pour ceux qui ont des velléités d'entrepreneuriat. Le programme. Normalement, vous avez, pour la plupart d'entre vous, eu accès déjà à un certain nombre de renseignements, soit via le site, ou à des documents que l'on vous a envoyés. Donc, je vais le rappeler rapidement. Donc, il s'agit d'une formation orientée business pour des profils non techniques. Orientée business, donc très opérationnel, qui s'adresse à des profils non techniques. Pour autant, ça ne vous empêchera pas d'acquérir de vraies compétences techniques indispensables dans cet environnement. Et c'est aussi un programme qui concerne de multiples secteurs d'activité. C'est aussi ce qui fait sa richesse. Donc, au-delà de ceux qui sont affichés là, on peut aussi rajouter les secteurs de la santé, de l'immobilier, les secteurs agricoles, hôteliers, l'industrie et même le secteur public. Tous les secteurs que je vous cite, en fait, on a reçu des gens qui venaient de ces différents secteurs. Ça fait aussi la richesse du partage que vous aurez à faire tout au long du cursus. Je ne sais pas si, Romain, tu veux préciser des points. Voilà, on aura l'occasion de revenir, mais voilà, effectivement, ça permet d'avoir un peu une vision 360 de ce sujet d'intelligence artificielle, avec plus ou moins un certain niveau de finesse qu'on aura le loisir d'approfondir ensemble. Merci. Deuxième vue sur le programme, pour revenir très rapidement sur le contenu. En fait, le programme est composé de 6 modules certifiants, adossés à une fiche RNCP, et donc adossés aussi, chacun des modules est adossé à des blocs de compétences qui sont sanctionnés par des évaluations de blocs mensuels sur la base d'études de cas. On y reviendra plus tard. Et l'objectif de ce programme, en fait, dans sa construction, a été de proposer des modalités les plus souples possibles et surtout compatibles avec une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à travers des horaires adaptés. Par exemple, c'est 4 rendez-vous hebdomadaires du lundi au jeudi de 13h à 15h, donc pour essayer de glisser ça dans un agenda.
Une formation 100% en ligne, sachant aussi que nous enregistrons les classes virtuelles pour permettre à ceux qui ont des impératifs professionnels de rattraper, de ne rien perdre, ou en tout cas, même de toute façon, de revoir les cours. Attention, l'objectif n'est pas de réaliser cette formation en 100% asynchrone. Si c'est ce que vous recherchiez, ce n'est pas du tout la bonne formation. On compte beaucoup aussi sur l'interactivité. Vous aurez aussi un outil, enfin un objet ou un outil très pratique, c'est le fil rouge, qui vous permet en fait et je parlais d'opérationnel tout à l'heure, formation opérationnelle, une mise en pratique concrète de ce projet qui va vous servir de colonne vertébrale tout au long de la formation, qui va aussi vous permettre de réaliser votre mémoire et de préparer votre soutenance. Ça sera aussi ce fil rouge vous permettra aussi de travailler sur les études de cas. Donc, c'est quelque chose de très formateur tout au long de cette formation. Et pour certains, pour ceux qui iront le plus loin, ça peut être à la fin, au final, quasiment un moule à casser d'un projet ou d'une appli ou de quelque chose qu'on voudrait développer en interne de son entreprise ou sur le marché. Et puis, pour renforcer toute cette approche, vous bénéficierez aussi pour chaque module de coaching sur votre projet, à la fois sur les aspects business et techniques. Romain, si tu veux rajouter des éléments. Oui, bien effectivement, la notion de projet fil rouge, c'est quelque chose qui va se préciser au fur et à mesure des mois pour ceux qui feront bien les 6 mois de formation. Il n'est pas attendu que ce soit un projet que vous ayez, par exemple, programmé, implémenté avec des outils à la fin de l'Executive Master. L'idée de l'Executive Master, c'est de donner les clés pour mener à bien la construction d'un cahier des charges autour de ce projet. Alors, certains d'entre vous vont certainement pouvoir, plutôt que d'autres, mettre en place ce projet-là, mais pour certains, vous sortirez de l'Executive Master avec plutôt cette feuille de route à mettre ensuite en place avec les bons interlocuteurs qui auront été identifiés. Et pour d'autres, vous aurez certainement déjà mis la main à la pâte. Tout dépend en fait de quel type de profil vous êtes, quelles sont les ressources que vous avez à disposition pour le faire, quelles sont aussi vos appétences par rapport à ces différents outils qui constituent l'intelligence artificielle. Donc ce sont aussi des points, comme disait Philippe, qu'on va approfondir en coaching, où on aura du temps dédié autour des projets fil rouge. Merci. Un petit point rapide sur le calendrier, les modalités d'inscription. 15 juin 2025, hein, je précise. Pardon? Bon. Ah oui, 15 juin 2024. Ah oui, bah voilà, pourtant je l'ai revu, mais il y a toujours une coquille, c'est l'effet démonstration. Donc, en fait, fin des inscriptions le 15 juin 2025, c'est-à-dire que nous traiterons tous les dossiers qui seront arrivés complets jusqu'à minuit du 15 juin 2025, pour une rentrée en septembre, fin de la partie cours pédagogique en mars 2026. Et vous aurez ensuite un peu de temps pour préparer et finaliser votre mémoire et préparer la soutenance en mai 2026. Toutes les inscriptions sont à faire en ligne sur une plateforme spécialisée qui est accessible à partir de la page du programme. De toute façon, on vous enverra le lien. Et dans tous les cas, Elisabeth et moi-même sommes à votre disposition pour vous accompagner tout au long du processus de sélection et aussi sur la partie la partie financière jusqu'à la signature de votre contrat, parce que c'est quelque chose d'important qui peut prendre du temps. Donc, il est impératif aussi, dès l'amont de votre projet, d'envisager aussi l'aspect financement, car les contrats doivent être bouclés avant l'entrée en formation. Donc là, on fera tout pour vous permettre. Romain, je te cède la parole pour présenter la direction de programme et notre partenaire Just AI. Vu que maintenant qu'on est un peu plus démocratique, effectivement. Effectivement, enchanté à toutes et à tous. Donc, je vais d'abord me présenter, puis je présenterai le directeur Marc. Pour ma part, je suis donc Romain Chicois, je suis directeur adjoint de cet Executive Master. Marc et moi, nous faisons partie d'une entreprise qui s'appelle Just AI, qui est un cabinet de conseil dans le domaine de l'intelligence artificielle et de formation, mais également organisme de formation. Donc, on va couvrir toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, de la formation à la réalisation de projets, en passant par le conseil. Donc, je suis ingénieur et développeur de formation. J'ai fait Télécom Sud Paris, donc l'école d'ingénieurs, qui est donc l'école sœur de l'IMTBS. C'est un petit peu aussi comme ça qu'on s'est connus. Et nous avons cofondé avec donc l'IMTBS ce programme. Marc, lui, est un docteur issu justement de Télécom Sud Paris et ingénieur. Il est également expert IA BPI. Alors, la BPI, pour un projet de France 2030, est plus
développé autour de l'intelligence artificielle à identifier des experts, et donc on fait partie des 90 experts de la BPI sur ces sujets. Voilà, de manière très macro, et on aura l'occasion donc de se croiser au-delà des différents entretiens de recrutement au cours de la formation, puisque je suis en pilotage avec Marc, et puis également intervenant au cours de cette formation. Donc, notamment, vous allez avoir pas une seule personne en face de vous, mais bien plusieurs profils qui vont avoir bien des atouts sur certaines compétences, sur certaines notions, et vont pouvoir vous les délivrer avec tout leur retour d'expérience. Merci. Eh bien, voilà, je crois qu'on était quand même relativement, redoutablement efficace, même, pour arriver tout de suite à la séance des questions-réponses. Juste un petit éclairage sur les bonnes pratiques souhaitées. Dans la fenêtre Teams, vous avez une barre d'outils, et nous souhaitons en privilégier deux pour favoriser l'interaction. Donc, le canal principal, c'est le lever de main, qui nous permettra de prendre les questions dans l'ordre et de vous donner la parole. C'est ce que nous avions promis. Si au cours de votre attente, les questions, en tout cas les sujets que vous souhaitiez aborder, avaient été répondus, merci soit de baisser la main, à moins que vous n'ayez une question complémentaire ou un autre sujet à aborder. Et puis, nous proposons un canal secondaire, c'est le Q&A. Pour ceux qui sont timides ou qui n'ont pas la patience de lever la main, ou notamment si des nouvelles questions vous viennent là, au cours des échanges et que vous souhaitiez soumettre. Donc là, en fait, vous pourrez tous voter pour élire les questions les plus intéressantes. Et Elisabeth, en fait, interviendra ponctuellement pour lire ces questions et venir alimenter les échanges. Elle pourra aussi directement répondre à certaines questions dans le fil de discussion. Chacun pourra les voir et donc en tirer bénéfice. Et puis, dans le cas où certains points n'auraient pas pu être abordés au cours de la séance, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on conservera toutes les questions et nous vous répondrons systématiquement. Donc voilà, je crois que vous avez les éléments en main. Donc maintenant, c'est à vous la parole, et Jennifer et Romain sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, qui osera lever la main en premier? Ben voilà. Alexis? Ah non, ça a changé? Non, c'est bon. Je veux bien poser la question. Merci beaucoup. Ok. Merci pour cette présentation. Moi, ma question, c'est par rapport à la durée de cette formation. Moi, je suis sur un projet de création d'application. Aujourd'hui, on a le no-code, donc ça va très, très vite. Il y a la partie IA qui est effectivement plus complexe, et c'est pour ça que cette formation m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà des personnes qui ont sorti des applis basées sur l'IA en fin de formation? Oui, alors je peux répondre, et puis après Jennifer, si toi tu peux compléter. Alors, on a quelques-uns qui effectivement l'ont construite. Alors, individuellement, ont pu par exemple faire. On a aujourd'hui beaucoup d'assistants conversationnels. Alors, vous l'avez justement dit, on a toute cette partie no code qui permet en fait, sans avoir besoin de programmer, de solliciter des outils, par exemple envoyer un email et autres. Et on a des personnes qui ont pu utiliser des outils qui avaient été vus en cours pour justement construire ces choses-là et avoir quelque chose de fonctionnel. Je pense notamment à Raphaël, un autre des anciens, qui a pu appliquer ça à une mairie. Donc ça permettait en fait à sa commune de poser des questions sur l'outil qu'il avait pu construire pour avoir des réponses dans des documents, des comptes rendus qui avaient été faits au niveau de la mairie. Voilà. Et qu'il avait pu le mettre en place d'ici la fin de la formation, parce qu'il avait vu, on a fait la présentation de l'outil, de ce que ça permettait d'apporter dans les différents métiers. Il se l'est réapproprié. Ensuite, on a fait une petite démonstration, il se l'est réapproprié, puis il l'a mis en place tout seul derrière, sans avoir besoin particulièrement de programmer. Il y a d'autres outils comme ça, encore une fois, sans avoir besoin de programmer, où vous pouvez en autonomie ensuite prendre en main. L'idée, c'est, voilà, l'informatique, c'est un domaine vaste, c'est de développer sa curiosité, et on essaie de donner toutes les clés pour ça. Et donc, ils ont pu effectivement mettre en place cela. C'est un exemple parmi tant d'autres, on en a quelques-uns comme ça. Très clair, merci. Rien. Jennifer, je ne sais pas si tu avais un complément. Je passe la parole à Oui, Johan, justement. Ah non, pardon, Jennifer, vas-y.
Je peux rebondir sur la question puisque moi, en fait, le programme m'a servi à lancer mon entreprise, ma startup. Donc, j'ai été pas mal impactée par le fait de créer quelque chose à l'issue du coup du master. Ce que j'ai comme approche, c'est une approche aujourd'hui très terrain, très cliente, mais dans le second volet, en moins de 6 mois, je vais lancer un SaaS qui va être boosté par l'IA puisque je crée un logiciel qui permet d'analyser les profils de femmes qui cherchent à trouver un job pour les faire matcher avec des opportunités de carrière auxquelles elles n'auraient pas pensé avant. Et donc, ça demande à la fois de scraper les offres d'emploi, mais aussi d'analyser leur profil et de faire matcher les deux. Donc, clairement, tous mes enseignements ont permis aujourd'hui d'arriver à ce résultat et de savoir quels sont les outils à utiliser, comment les combiner pour en faire une réalité. Donc, ouais. Merci. Un complément, il y a eu quelques petits termes techniques qui se sont laissés échapper, mais on les vulgarise en oui, formation. pardon. Oui, et je ne les connaissais pas avant. Johan, à vous. Alors oui, en fait, Jennifer a répondu en grande partie à ma question qui allait venir. C'était un peu la traduction pour Jennifer entre le passage entre la partie. Alors on l'a vu, hein, il y a aussi le fil rouge qui va permettre d'avoir un côté très pratique, mais la traduction de l'enseignement sur ces différents mois pour en faire par rapport à votre projet effectif. Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que, vous l'avez dit, hein, alors Philippe et Romain en ont parlé, certains vont partir avec une feuille de route, donc aura plutôt un produit fini. Si vous avez des conseils pour nous à venir, ce serait quoi en tant qu'alumni sur cette traduction, cet après finalement, cette après-formation? Oui, bah c'est très pertinent comme question. Alors moi, quand j'ai débuté le programme, j'étais responsable e-commerce chez L'Oréal. Ça faisait à peu près 10 ans que j'évoluais dans le secteur de la tech et des cosmétiques. Donc voilà, j'étais pas forcément prête à me lancer, mais finalement, la formation m'a aidée à avoir les bons enseignements et à me dire que c'était possible de connecter mes 3 passions. Donc à la fois la tech, le futur du travail et aussi créer une entreprise dédiée aux femmes. Et donc, au cours de la formation, bah, finalement, mon projet fil rouge me donnait des fondations qui étaient à la fois très concrètes et actionnables. Et donc, ça m'a permis d'avoir cet élan et de me dire, à l'issue de cette formation, bah, je vais pouvoir le transformer en une vraie entreprise, ce que j'ai fait. Et là, je suis plutôt à la phase, je teste le marché un maximum pour justement créer un outil qui ait de la valeur et pas un outil voilà, qui ne va pas être achetable in fine. Donc, après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont créé des entreprises juste après, comme ça, qui ont fait le pivot, mais c'est une des possibilités. Voilà. Pour peut-être compléter un tout petit peu ce que précise Jennifer, vous avez donc des coachings 1 par mois qui se font par groupe de 2, vous êtes 2. L'idée, en fait, c'est que vous ayez été mis ensemble parce que vous aviez des appétences similaires sur vos thématiques ou sur un peu l'idée du projet fil rouge que vous avez. Donc, pour pas que ça fasse 2 blocs, toi tu parles, puis toi tu parles, mais qu'on tisse des liens entre les personnes et que ça serve aux deux, finalement, de voir ce qu'un pair sur un domaine très similaire peut faire. Et nous, derrière, on vient aussi challenger un petit peu la vision du projet, que ce soit dans la partie exécution derrière, parce qu'on a aussi notre activité de conseil quelque part, mais aussi, voilà, quelles sont les ressources que vous avez peut-être à disposition? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voudriez mettre en place dès maintenant? Qu'est-ce que ça impliquerait de votre côté? Voilà, qu'on puisse échanger un peu plus librement sur ces sujets pour que ça vous donne les clés afin d'avancer. Et effectivement, les mois viennent cadrer ça, puisque sur les 6 mois que je vais échanger un petit peu ensemble, mais c'est le vocabulaire de l'IA, comment faire sa veille autour du coup de ce vocabulaire-là, quels vont être les profils qui vont pouvoir être sollicités, qu'on va pouvoir avoir dans notre écosystème pour pouvoir construire ces projets, quelles sont les données qu'on peut utiliser, hein, quelles sont les clés pour la feuille de route IA et ensuite l'aspect financier. Donc, progressivement, à l'aide notamment des coachings, on va pouvoir approfondir ces notions-là et les mettre en pratique quelque part sur le projet fil rouge. Merci. Je crois que Anne-Sophie a une question aussi. Oui, bonjour à tous. Je suis en vacances, d'où le fait que je ne sois pas derrière mon ordinateur, mais sur mon téléphone. Merci déjà pour ce webinaire. Pour ma part, j'accompagne les projets de transformation dans les grandes entreprises, et notamment en ce moment au sein du groupe Suntory, qui est partie du secteur des boissons. Et je m'intéresse effectivement à ce master parce que forcément, après la transfo digitale, les transfos digitales sont encore en cours pendant un bon moment.
l'IA va forcément aussi avoir un impact dans tous ces programmes de transformation. C'est donc la raison qui m'amène aujourd'hui sur ce webinaire. J'avais 2 questions. La première, c'est finalement, depuis quand, combien y a-t-il eu de promotions jusque-là dans ce master et quel est le profil des participants? Donc ça, c'est vraiment un premier bloc. Et ensuite, je voulais savoir également, je comprends que c'est un master école de commerce. J'ai moi-même une formation école de commerce. Quelle est la part de, je dirais, de technique ou en tout cas de... qu'est-ce qui va relever du management et du leadership finalement dans la formation et qu'est-ce qui va relever d'une part un peu plus technique? Voilà, pour bien comprendre derrière ce qu'on va pouvoir en faire. Je peux donner des éléments de réponse pour répondre, et puis Jennifer, tu pourras aussi donner ton retour d'alumni dessus. Merci Anne-Sophie pour la question. Alors si je reprends bien tous les éléments, donc les différents profils qu'on a pu avoir dans la formation, on va avoir des gens qui souhaitent évoluer dans leur poste, dans leur entreprise actuelle en disant je souhaite avoir une casquette un peu plus innovation, une casquette un peu plus portée sur la partie référent IA notamment, puisqu'on commence à voir ces sujets qui sont de plus en plus présents dans les entreprises, notamment quand on est fournisseur de solutions et particulièrement de fournisseurs IA, il faut ces référents-là. Donc ils souhaitent avoir cette casquette et ces responsabilités. On en a d'autres qui souhaitent candidater à un poste pour une autre entreprise, avec en plus cette dimension IA. Donc, pour ces personnes-là, les projets fil rouge, souvent, c'est voilà, j'ai mon métier, je suis dans la finance, pour reprendre le cas d'un ancien que j'ai en tête, je travaille dans la téléphonie, je veux quitter mon entreprise, et quand je vais candidater, je vais avoir toute mon expérience de la téléphonie, plus un projet fil rouge qui va être basé autour de la rétention des clients pour limiter l'attrition. Donc quand je vais candidater, je veux dire, voilà, je veux un poste plutôt sur la partie innovation, ou quand bien même, sachez que j'ai ces compétences IA-là, ce qui me démarque de mes autres concurrents, parce que je suis capable d'avoir une vision plus globale sur les nouveaux outils qu'on pourrait aussi avoir en interne sur ces sujets. On a d'autres personnes qui souhaitent créer leur entreprise. Donc, je dis, voilà, comme par exemple Jennifer, j'ai une solution, je souhaite commercialiser quelque chose autour de ça. Et d'autres personnes qui vont plutôt avoir une vision plus cabinet de conseil, donc qui vont construire l'activité, pas pour commercialiser une offre, mais plutôt pour offrir leurs services autour de l'intelligence artificielle, ce qui nous arrive, par exemple, de solliciter certains anciens sur des missions de conseil ou de formation en IA. Des profils d'ailleurs qui n'étaient pas forcément fléchés comme tels à l'entrée, voilà. Mais c'est qu'effectivement, ils se sont positionnés derrière en se disant qu'il y avait du potentiel. Et, voilà. En tout cas, pour les profils, ce sont ces derniers. Ensuite, quelle est la part de, on va dire, management versus technique? Donc, on va pouvoir couvrir l'évolution des métiers, l'évolution des processus en entreprise, de la gestion un peu aussi de la sous-traitance, de l'aspect légal, de l'aspect éthique en interne, l'aspect RH. Autour de ça, on a donc des outils. Donc, on en vient à se dire, voilà, j'ai un besoin, je vois que le marché évolue, je vois que l'entreprise évolue. Si on fait une métaphore avec une situation, on en revient à la traversée du désert, il y a différents types de traversées du désert. On va peut-être prendre un 4x4. C'est bien, on a plusieurs types d'outils, parce que l'IA, c'est ça, hein, c'est un ensemble d'outils, il n'y a pas qu'une IA. Dire l'IA, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on a autant un marteau qu'une scie. Prendre un marteau pour couper du bois, c'est pas terrible, donc il faut trouver les bons outils. Donc on va venir vulgariser un petit peu ce que sont ces outils IA. Là, on va rentrer un peu plus dans cette partie technique, c'est-à-dire que pour une tâche donnée, par exemple traverser un désert, traverser la ville, on va avoir différentes solutions en face et on va venir vulgariser pourquoi on a ces différentes solutions, quels sont le carburant, si on prend la métaphore de la voiture, pour les faire fonctionner. Et c'est là où on va avoir un peu plus cette dimension technique, et en citant aussi des mots-clés qui permettent d'interagir avec des développeurs, des profils en fait qui vont eux œuvrer sur la réalisation de la solution pour comprendre leur langage d'une certaine manière et être en capacité de que eux vulgarisent les choses, mais comprendre ces niveaux de vulgarisation. Alors ça n'a pas été mentionné, mais on a également des permanences facultatives le vendredi de 13h à 14h. Donc l'idée, c'est que vous puissiez... Alors, on sait, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui évolue très vite. Il n'y a qu'à voir l'actualité. Tous les jours, il y a quelque chose qui sort. Et l'idée, c'est de pouvoir récupérer vos questions et soit on a pu les adresser pendant les cours avec cette évolution de l'actualisée, soit on pourra en parler un petit peu en permanence. Sinon, c'est simplement pour adresser des points peut-être un peu plus poussés sur un sujet
très ponctuellement, mais voilà, pour répondre à un besoin, et puis la permanence aussi en ligne. L'idée, c'est pas de faire un autre cours, hein, c'est pas du tout la dimension, mais il pourrait y avoir un besoin partagé de certains d'entre vous sur l'approfondissement très spécifique de quelque chose, assez techniquement, ce qui n'est pas forcément dans la philosophie des autres interventions de cours. Ok, très clair, merci. Et pour reprendre, parce que voilà, à l'ère de tout ce qui va être comment bien discuter avec ces intelligences artificielles que vous manipulez peut-être plus facilement au quotidien, je pense notamment du chat GPT, du Copilot, donc voilà, ces assistants avec lesquels vous allez demander, c'est ce qui fait l'euphorie du moment autour de l'intelligence artificielle. L'idée n'étant pas de faire des cours, des TP pratiques sur ces sujets-là très particulièrement, on va introduire ces notions, on va donner des exemples, on aura l'occasion de faire quelques études de cas autour de ça. Mais voilà, si ce n'est pas un cours de prompt engineering, ce n'est pas des TP de prompt engineering. Donc, je le dis parce que voilà, pour certains, peut-être que pour ces personnes-là, c'est une formation plus courte sur ces sujets très spécifiques serait plus appropriée. En tout cas, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir couvrir ces notions qui font que l'intelligence artificielle est vaste. On fera un focus, bien sûr, sur ce qui fait l'intérêt de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous aurez aussi ces clés-là. Néanmoins, c'est quelque chose de plus large encore, avec des applications pratiques derrière. Je ne sais pas si ça répondait tout à la question. En tout cas, Jennifer, tu peux me compléter si tu as d'autres éléments. Très clair. Pour merci rebondir, beaucoup. pour rebondir sur l'aspect vécu à Lumni, en fait, moi j'étais venue à la base avec un sujet plutôt à travailler pour L'Oréal, et c'était un sujet de service client que je voulais automatiser et devenir un peu la référente IA. Et donc la formation, elle s'y prêtait totalement puisqu'on abordait les questions éthiques, de ressources humaines, d'allocation de budget, clairement comment voilà, on va essayer d'allier et de créer une synergie de départements autour d'un projet IA. Et donc, c'était hyper concret, hyper actionnable. Et pour avoir fait aussi une école de commerce avant, pour avoir fait l'ESSEC, c'est pas comparable sur la vision management, leadership, c'est beaucoup plus actionnable et sur ces sujets d'actualité. Et en même temps, la technique, c'est beaucoup le premier mois, c'est très intense, voilà. Je pourrais être tout à fait transparente. Alors peut-être que le mois a changé, mais il faut s'y préparer un petit peu. Mais une fois qu'on rentre dedans, on commence un peu à avoir des mots qui reviennent et un peu voilà, à se familiariser avec ce nouvel écosystème. C'est effectivement un petit peu tous ces mots de l'actualité qui tournent autour de l'IA, de les aborder parce que justement, ils vont nous permettre de constituer une veille derrière. Merci. Gabriel. Oui, Gabriel. Oui, bonsoir, merci. Moi, j'ai une petite question là sur le projet, qu'on va travailler tout au long de la formation. Dans quelle mesure il faut arriver avec un projet déjà bien précis, ou est-ce qu'on peut le préciser au fil du temps? Là, tu viens de répondre un peu, Jennifer, d'ailleurs, sur ce point-là, parce que donc, moi, en quelques mots, je travaille à l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Donc, le besoin, il est à deux niveaux. C'est de comprendre comment l'IA impacte des secteurs industriels que l'on cherche à transformer ou accompagner le changement. Puis ensuite, à un niveau interne, c'est que l'ADEME a des modes d'intervention, donc intervient principalement avec des mécanismes soit de marché, soit d'appel à projet. Et ces modes d'intervention peuvent être modifiés, améliorés ou totalement revus par l'intelligence artificielle, qui peut donc venir modifier la façon dont on intervient sur une problématique ou un sujet ou un écosystème d'acteurs. Donc, soit j'arrive avec un sujet assez flou, de dire comment l'IA peut modifier les façons d'intervenir sur un sujet, soit je prends des cas précis dans un domaine, que ce soit le bâtiment, l'énergie, les transports, etc. Et voilà. Donc, sur ce sujet, alors le conseil que j'ai, c'est d'y réfléchir quand même en amont, de se dire, voilà, idéalement, vous avez un projet très clair en tête, et ça ne va pas forcément être votre projet final, hein, c'est encore une fois, vous arrivez avec une idée qui est assez claire en tête, et lors des premiers coachings notamment, on va la travailler ensemble et elle va être changée. Comme disait Jennifer, mais comme on a pu le voir avec d'autres, à un moment, certains pivotent, parce qu'ils se disent, avec tout ce que j'apprends en cours, je me rends compte que ça, c'est plus intéressant pour moi et pour mon entreprise, où finalement, en fait, il y a des contraintes que je n'avais pas anticipées, et c'est vrai que c'est
plus intéressant de passer sur un autre projet. Donc, il peut y avoir complètement ce changement-là. D'autres arrivent avec une idée assez floue, voire des fois pas d'idée. Et donc, ces premiers échanges, finalement, sont plutôt passés à discuter ensemble sur les pistes, travailler le métier. Typiquement, voilà, des questions simples à se poser, hein, si on n'a pas d'idée, ça peut être quelles sont les tâches compliquées, enfin, du moins chronophages, à peu de valeur ajoutée de mon quotidien. Ça, c'est un premier point. Quand on pense à l'automatisation, c'est souvent ça qu'on va adresser. Pour d'autres, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas pu avoir comme outil et qui nous permettrait d'innover parce qu'on a de l'information. Aujourd'hui, on estime qu'on a de l'information, mais on ne l'exploite pas. Et là, déjà, se poser un petit peu la question dessus. Ça permettra ensuite, lors des premiers échanges, d'aller rapidement chercher de la matière, puisque sinon, si vous ne l'avez pas, nous, on va aller la chercher auprès de vous, et donc ça va faire les premiers allers-retours. Typiquement, souvent, ce qu'on introduit, c'est de se poser la question, quelle est la valeur ajoutée que vous souhaitez proposer avec la solution? Quelle est votre problématique et quelle est la valeur ajoutée? Et ensuite, en face de cette valeur ajoutée, on va se poser la question, qu'est-ce que vous avez comme matière sur laquelle travailler? Quelles sont vos données? Quels sont vos interlocuteurs? Et ensuite, progressivement, on construit ça ensemble et ça affinera votre problématique. En tout cas, idéalement, elle est un petit peu identifiée, voire complètement identifiée, mais ça n'empêche pas qu'elle pourrait être complètement retravaillée au cours de la formation. Et pour apporter un petit complément également, donc, chaque module donne lieu à une étude de cas évaluation. Donc on a 6 mois. Les 3, pour ceux qui font bien 6 mois, hein, mais 3 premiers modules sont sur des études de cas qu'on va donner. On vous donne le contexte et vous allez travailler dessus. Les modules 4, 5, 6, les évaluations portent sur vos projets fil rouge. C'est-à-dire que vous avez les mêmes questions, tous, mais votre projet fil rouge est utilisé comme contexte. Ce qui vous permet aussi de préparer votre mémoire en avance de phase, puisqu'à la fin de ces 6 mois, vous allez construire votre mémoire et votre soutenance. Ça permet aussi de vous donner des retours avec les évaluations directement et vous de vraiment mettre la main à la pâte sur la construction de votre feuille de route, de se poser, par exemple, le mois 4, quelles vont être mes données, mois 5, voilà, qu'est-ce que je vais avoir en fait comme grandes étapes, comme interlocuteur, et ensuite la partie financière, qu'est-ce que je peux avoir comme modèle économique, comme type de produit, ou alors quels sont mes coûts, voilà, c'est un petit peu ce qu'on va pouvoir travailler. Y a-t-il d'autres mains prêtes à se lever? Sinon, je pourrais apporter aussi d'autres petits éléments s'il n'y a pas de main levée. Mais... Alors, il y a peut-être une question, pour l'instant, on n'a pas recueilli de vote, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Alors, même si on ne peut pas rentrer totalement en détail, serait-il possible d'obtenir davantage de détails sur le contenu exact de chaque module? Alors, peut-être sans rentrer dans le contenu exact, mais les grands thèmes de chaque module et ce que ça va permettre d'aborder. Oui, afin de communiquer sur le syllabus qui sera partagé. Alors après, pour moi, je peux donner des éléments. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais que j'apporte, Philippe, sur les détails. C'est la question. Ouais. Alors sur la partie, en tout cas, typiquement du module 1, c'est pour ça aussi que Jennifer le précisait comme étant un petit peu un mois plus dense. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez vaste, c'est un domaine qui a plein de sous-thématiques, donc on va adresser ces différentes sous-thématiques en donnant des mots-clés qui permettent d'identifier finalement une tâche, la traduction, et qu'est-ce qu'on va avoir en face, de quelle famille ça fait partie, quels sont les outils IA qui permettent d'adresser ça. Donc vous allez avoir des noms techniques, entre guillemets, autour de ça, qui sont des éléments qui vont ensuite permettre de faire un lien avec ce que vous devriez vous mettre en place pour votre projet fil rouge. Si je veux faire la recherche documentaire, je sais qu'il existera telle intelligence artificielle, tel outil d'intelligence artificielle pour le faire. Ce qui va ensuite permettre de savoir comment il peut s'articuler avec votre environnement actuel, mais aussi quels vont être les coûts associés. L'idée, c'est d'aller gratter un petit peu dessus, notamment pour évoquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire et ne pas faire. Parce que pour certains, on peut avoir un peu ce fantasme de se dire ah, voilà, j'ai une baguette magique et finalement elle adresse tous les sujets. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça, même si on commence à avoir des choses qui sont assez généralistes et qui adressent pas mal de tâches à la fois. C'est justement de pouvoir dire qu'est-ce qui a changé avec les années aussi, hein, d'où on vient et qu'est-ce qu'on arrive à voir et qu'est-ce qu'on va avoir aussi autour de l'intelligence artificielle. Quels sont les bons mots-clés pour aller chercher ces informations-là. Et justement, quelles vont être quand même les limitations et où est-ce que l'humain a le plus de valeur ajoutée sur cette manipulation des outils. Et finalement, votre projet fil rouge, vous allez peut-être vous dire au début, l'IA va faire 100% du besoin.
En réalité, c'est peut-être pas ça. Peut-être que l'IA va couvrir 80% du besoin et que les 20%, c'est la bonne intelligence humaine qu'il va falloir utiliser aux bons endroits. Par exemple, poser une question supplémentaire pourrait optimiser la recherche documentaire. Peut-être poser une question supplémentaire permettrait de faire gagner énormément de temps et d'argent aussi. Donc c'est un petit peu ce bon sens qu'on va essayer de travailler autour de l'IA en évoquant ces différentes thématiques avec justement des profils, notamment de docteurs en IA, que ce soit en vision, donc l'analyse d'images, de traitement du texte, etc. Sur le module 2, il y a plutôt cette dimension de veille. Alors, vous êtes certainement nombreux ici à utiliser des outils comme ChatGPT, Perplexity, donc des outils en fait qui permettent de faire de la recherche ou de la manipulation de documents assez facilement. Si ce n'est pas le cas, on en parle, ça tombe bien. Dans tous les cas, ces éléments-là, aujourd'hui, peuvent vous permettre d'automatiser une recherche, une analyse d'informations. Donc, on met quand même en parallèle un peu la critique qu'il faut avoir sur les résultats qu'on peut obtenir. C'est de là aussi on évoque quelles sont les limites des IA et à quoi il faut faire attention, donc comment s'en protéger aussi. Mais voilà, quelles sont les sources d'informations que vous allez pouvoir solliciter pour réaliser votre projet concrètement, puisque votre projet est en lien avec des tâches qui vont être liées à de l'intelligence artificielle ou pas d'ailleurs, peut-être que, encore une fois, une partie n'est pas liée à l'intelligence artificielle. On va vous donner une liste de sources qui peuvent être utiles pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs, ce qui va vous permettre à la fin de dire, c'est pas moi qui vais aller mettre en place cette solution IA, c'est un développeur par exemple, mais je sais que je peux trouver de l'information sur ces sujets-là, sur ce site-là, donc toi, va dessus et trouve de l'information. Ça permet de faciliter aussi le discours avec ce qui m'arrive moi au quotidien, avec d'autres data scientists, donc des profils plutôt IA, et qui vont me proposer des solutions existantes et que je vais pouvoir un peu challenger. Le module 3 va plutôt, comme je le disais, être sur les profils. On a des profils qui naissent avec l'intelligence artificielle, donc c'est intéressant de voir quelles sont leurs particularités, quels sont les profils qui se sont retrouvés transformés, tout simplement. Bien sûr, certains métiers sont beaucoup plus impactés, voire sont en perte de vitesse face à l'intelligence artificielle, donc pouvoir détailler qu'est-ce qui permettrait justement que ces personnes ne soient pas forcément des freins vis-à-vis de l'adoption de nouveaux outils, ou du moins, que faut-il leur poser comme question pour qu'on puisse avoir une évolution et une intégration de l'intelligence artificielle qui se fasse sans douleur dans les entreprises et pour de bonnes raisons. Parce que pour avoir interagi avec certains comités de direction, certains disent je mets l'intelligence artificielle parce qu'il faut que je mette l'intelligence artificielle. Certains étant même très, on va dire, n'allant pas chercher le besoin auprès des équipes, et donc au niveau éthique, ça peut être un petit peu moyen. Donc on va avoir un peu ces discussions-là et de voir quel est l'environnement qui est finalement disponible pour créer votre projet fil rouge. Donc, comment les solliciter, notamment. Le mois 4 va être plus sur les données. Pour certains, vous allez peut-être me dire, j'ai le projet, par contre, je ne sais pas si j'ai la donnée, voire je ne l'ai pas. Donc, comment on va la chercher? Quels sont, encore une fois, on parlait des profils, on va rebondir sur nos profils pour dire qu'il va falloir aller chercher la donnée. Comment la travailler? Ou si vous en avez un petit peu, comment vous pourriez quand même la rendre suffisamment, en grosse quantité, on va dire, suffisamment suffisante pour être utilisée dans un programme d'intelligence artificielle. Donc, par exemple, vous voulez reconnaître, je ne sais pas moi, des défauts sur des pièces sur une chaîne de production industrielle, vous n'avez que quelques images pour que l'IA puisse apprendre qu'est-ce qu'une bonne pièce, qu'est-ce qu'une mauvaise pièce, comment on fait quand même pour se sortir de ce type de scénario. Et sur la partie module 5, on fera plus un focus sur effectivement les étapes clés d'un projet IA, remettre en perspective des outils qu'on aura pu évoquer ensemble, reparler, vous avez certainement vu dans l'actualité qu'on va avoir un peu toute cette réglementation autour de l'intelligence artificielle. Autant avant, c'était, on se parle de l'expression, mais un peu open bar, autant maintenant, ça a tendance un peu à se rigidifier sur certains aspects, donc ça n'implique pas tous les projets fil rouge, mais vous serez certainement concernés, et à minima, il faut en avoir conscience, sachant que, par exemple, si on est fournisseur de solutions IA, il faut qu'on soit formé à l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que savoir qu'il y a des exigences légales autour de ça est important, et donc on va pouvoir le couvrir. Vous êtes peut-être plus familier avec tout ce qui va être RGPD, donc la protection des données personnelles, là pareil, parce que certains d'entre vous peuvent avoir des projets IA qui sont très intéressants, vos projets fil rouge. Par contre, ça implique quand même des fois d'aller manipuler des données qui sont très sensibles, voire peut-être vous ne prenez pas assez de recul sur est-ce que vous avez vraiment le droit de le faire. Donc ça va être aussi à cette occasion qu'on pourra challenger un petit peu ça, voir ce qui est quand même possible d'adresser. Et enfin, le module 6, nous parlerons des financements. Vous avez différents types de financements publics auprès de l'État, et on parlera justement de ces acteurs qui financent l'innovation autour de l'intelligence artificielle avec des
des montants à 50% de votre budget qui peuvent être couverts par la BPI, par exemple. Donc, un organe d'État qui permet de subventionner ça. Et donc, ce qui permet pour certains de se dire, mon projet fil rouge, dans ma feuille de route, ça va être de contacter cet acteur-là pour aller récupérer des fonds. Et aussi, on aura vu ce que les IA vont pouvoir faire en termes de tâches, et on va pouvoir vous évoquer quels sont les coûts en face de ces usages. Ça va vous permettre de dimensionner financièrement l'utilisation de ces outils. Dans mon projet fil rouge, j'ai besoin d'une IA A, B et C, et chacune me coûte un montant différent pour des raisons différentes. Et donc, on va discuter ensemble de comment évaluer ces montants. Ça va nous permettre, vous permettre d'identifier votre modèle économique, votre manière de gagner de l'argent autour de ça, ou du moins d'avoir quelque chose de rentable si c'était appliqué à votre propre structure, puisque ça va vous faire gagner du temps, de l'argent, permettre d'innover, de vous différencier de la concurrence. On va pouvoir couvrir tout ça pour qu'il y ait justement une vision financière associée. Et enfin, un peu de préparation autour des soutenances, puisque pour la partie mémoire, vous allez aussi avoir la soutenance en fin de ces 6 modules pour la présenter à un jury qui n'aura pas forcément lu votre mémoire. Vous allez devoir convaincre que votre problématique est intéressante, qu'elle répond à un vrai besoin et que l'intelligence artificielle est une composante clé pour justement atteindre ces objectifs. Voilà, mon petit monologue fini. J'espère que ça répondait, Philippe, à ce besoin de précision. Il s'agit des questions. C'est super. Mona. On n'entend pas. Je parle. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, on a combien de temps pour écrire notre mémoire et présenter en fait ces. Alors, je vais pouvoir répondre. Alors, pour celle actuelle, ils ont 1 mois et demi. 1 mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Jennifer, tu me confirmes, Philippe, mais il me semble que c'est 1 mois et demi. Alors, le dernier cours, 1 mois et demi, un rendu, et ensuite la soutenance qui a lieu plus tard. Donc, ce n'est pas la veille de la soutenance, c'est un petit peu en avance de phase. Et pour la partie écriture, c'est vraiment en se mettant en phase d'écriture du mémoire complet. Par contre, vous aurez eu l'évaluation 4, 5, 6, qui, comme je le disais, sont portées sur votre projet fil rouge, qui va être votre sujet de mémoire, quelque part. Donc, ça vous a permis déjà de traiter, puisque en fait, le mémoire, ce qui est attendu sur le mémoire, c'est des compétences qui sont vues dans les modules. Donc, réaliser finalement l'évaluation 4, 5, 6 vous permet de faire une partie du mémoire. Donc, vous aurez déjà des éléments en avance sur ce sujet. Oui, c'est ça, c'est que le programme est bien conçu et on peut agréger finalement le contenu qu'on a produit pour l'évaluation 3, 4, si je ne me trompe pas, 5, 6. Et donc, ça permet de ne pas partir de la feuille blanche et de ne pas avoir un été trop studieux, même si à la pratique, j'ai dû passer peut-être un peu de temps du mois d'août pour pouvoir vraiment le finaliser et puis voilà, apporter... Enfin, moi, c'était un projet qui était en plus un projet entrepreneurial, donc c'était vraiment clé. Mais en tout cas, c'est conçu pour que ce soit faisable en partie pendant les cours. Donc ça, c'est hyper bien. Mais est-ce qu'il y a vraiment un deadline? Est-ce qu'il y a vraiment une date limite de Oui, il y a une présentation? C'est ça que je voulais savoir. Par exemple, si on commence... Je vais essayer de la retrouver. Là, je peux préciser, par exemple, pour la session de septembre, donc pour laquelle vous vous positionnez, les cours se terminent la première semaine de mars. Je crois qu'il y a un premier rendu le vendredi 10 avril, donc ça laisse un mois complet pour le dépôt du mémoire, en fait. Et ça, c'est le dépôt du mémoire. Et ensuite, ça vous laisse encore 1 mois pour préparer la soutenance qui aura lieu le jeudi 21 mai. Essayez de ne pas trop vous étrangler. Et par contre, il y a une seule session ça sera mois de septembre et il y aura une deuxième, je ne sais pas si jamais j'arrive pas à tout organiser pour mois de septembre, est-ce qu'il y aura d'autres sessions après? Oui, il y a 2 sessions par an. En fait, il y en a une en février, une qui commence en février et une autre en septembre. D'accord. Donc, si j'arrive pas mois de septembre. Oui. On sera ravis de vous accueillir en février 2026.
Elie? Oui, bonsoir à tous. En fait, je me présente, moi c'est consultant en finance. Il y a deux problématiques qui m'intéressent dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle le trading algorithmique avec des données de haute fréquence, avec la partie risque. On voit que, par exemple, il y a pas mal de problématiques au niveau des risques et le risque n'arrive pas à suivre à peu près ce qui se fait en salle de marché au niveau des trading algorithmiques. L'idée, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle des machine learning. C'est un peu... Oui. Est-ce que techniquement, ça va être faisable pendant le master? Et parce que pour le mémoire, 1 mois et demi, ça fait un peu court. C'est des problématiques qui sont très complexes. Je sais pas ce que vous en Alors, pensez. en tout cas, vis-à-vis du mémoire et de la soutenance, comme je le précisais, je veux le dire en deux parties, il n'y a pas d'obligation de résultat quelque part, au sens où on n'attend pas que vous ayez mis en place la solution. Alors, encore une fois, peut-être que c'est un vrai enjeu pour vous d'avoir quand même quelque chose indépendamment de la partie scolaire, parce que dans votre métier, il faut que vous ayez sorti quelque chose qui peut être une attente personnelle ou de l'entreprise. En tout cas, concernant l'IMTBS, encore une fois, c'est plutôt, voilà, enfin, si on reprend ce projet-là, ça pourrait être de dire, j'ai identifié quelles sont les données dont je vais avoir besoin, quels sont les risques qui vont être associés, quels sont les profils qui peuvent m'aider pour accompagner sur cette partie-là, et comment je pense ma solution. Ça ne veut pas dire que vous avez testé, ça ne veut pas dire que vous avez forcément 100% de la bonne réponse, voire la bonne réponse. C'est que la réflexion est logique et cohérente et que vous semblez avoir tous les éléments de bien identifier. Après, par rapport aux discussions qu'on peut avoir, on va quand même flécher des outils. Vous pourriez les avoir manipulés, testés ou être accompagnés de personnes sur base des informations que vous avez pu collecter qui peuvent déjà faire des tests. Certains, par exemple, s'étaient entourés d'alternants, de stagiaires, où justement ils ont dit j'ai vu ça en cours, on a ce projet-là, est-ce que tu peux pas faire un petit test pour avoir des résultats et puis après nous en parler en coaching en disant j'ai obtenu ça, est-ce que c'est sur la bonne voie ou pas? Est-ce que ça répond à la question? Il y a une question dans le fil des questions, je crois que ça peut intéresser tout le monde. C'est quelle quantité de travail personnel en complément des cours faut-il envisager? Alors, avant, je te laisse la parole. Nous, c'est pas totalement un travail personnel, c'est quelque chose d'assez encadré en fait. On estime que c'est du temps pour temps. Alors, certains mettront moins, certains mettront plus. Mais pour 1 heure de cours en présentiel, vous avez à peu près l'équivalent de travail, que ce soit sur votre projet fil rouge, sur la réalisation des études de cas. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça a été la réalité pour toi, Jennifer? Oui, en termes d'organisation et de logistique. Oui, c'est-à-dire que... ça va pris en dehors des cours, au-delà des cours. Ouais. Oui, je pense que j'ai dû allouer peut-être 5 heures par semaine en dehors des cours. Mais après, moi, ça s'est intensifié avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, le premier mois étant assez dense quand même, il a fallu y consacrer du temps. Et ensuite, 5 heures, c'était tout à fait gérable, sachant aussi que je suis maman de 2 enfants en bas âge de 6 et 3. Donc, je devais faire un peu coïncider l'emploi du temps avec les cours et la gestion de ce nouveau statut. C'est finalement assez gérable. Donc, est-ce que je réponds bien à la question? Oui, merci. Moi, je suis directeur d'une structure de formation, donc j'ai déjà peu de temps. Voilà, donc avant de m'engager dans le dispositif, il faut que je puisse imaginer un petit peu ce que je peux laisser, tout en imaginant aussi que l'IA pourrait me faire gagner un peu de temps. Voilà, mais pas au début, j'imagine. Au début, en tout cas, il va y avoir l'identification des tâches, surtout, de se dire, par rapport à ce qui est évoqué en cours, c'est vrai que ça me parle parce que le cas d'usage, c'est ce que j'ai au quotidien. Et en face, il y a un outil, cet outil-là permet d'adresser. Donc, oui, peut-être pas tout de suite au début, mais certainement assez rapidement quand même. Et merci. Et justement, sur le plan de ce travail, Romain, tu veux parler un peu des études de cas, c'est-à-dire Oui, alors, on a, alors on essaie de densifier, on a quelques cours par mois où on va avoir l'occasion de
plutôt mettre en contexte, vous laisser échanger. Alors, les visioconférences ont lieu sur l'outil Zoom, pas Teams. On aura l'occasion de vous mettre aussi par salle. Vous serez 2 par salle. En fait, on vous sépare. On vous a donné une mise en contexte et ensuite, au bout d'une vingtaine de minutes, on ferme, on revient, on en discute tous ensemble. Et vous repartez éventuellement sur la suite. Généralement, on fait un exemple et ensuite, on vous lâche sur cette partie évaluation, enfin, étude de cas du moins. Ça, c'est pas la partie évaluation du module. Hein. C'est juste qu'on peut avoir, alors, la moyenne, je dirais que c'est 1,5 par mois, donc un cours, voire 2 sur ces sujets-là. On essaye de retravailler un peu des cours pour qu'il y en ait un petit peu plus. Donc, on va avoir ça. Sinon, les études de cas sous forme d'évaluation de modules, vous allez avoir, par exemple, tout à l'heure, il était mention, je crois que c'était Gabriel, sur la partie énergétique. Pas impossible qu'on ait une étude de cas plutôt sur la partie écologie, environnement, quelles sont une entreprise qui souhaite mettre en place un tableau de bord qui permet d'analyser des données qui viennent de différents fournisseurs à l'échelle du territoire français. Donc on vient préciser quelle est l'équipe, quelles sont les données, qu'est-ce qu'elle essaye de faire. Elle essaierait de mettre en place une solution d'intelligence artificielle afin d'anticiper le bilan carbone, par exemple, d'une structure. Enfin, voilà, on vient mettre en place la problématique et ensuite vous avez une liste de questions qui vont vous conduire à proposer des réponses. Par exemple, quel type d'IA pourrait être utilisé, quelles sont les tâches IA qui sont en face, quels sont les risques qui sont identifiés. Pour le premier mois, ça pourrait être plutôt on souhaite faire de la traduction, quelque chose de plus compliqué, on souhaite identifier des défauts ou des fraudes, par exemple, on souhaite identifier des fraudes. Quelle pourrait être l'intelligence artificielle qui est utilisée pour faire cette détection de fraude. Et dans le cours, vous allez voir une thématique qui est associée. Vous allez avoir des noms d'outils qui sont en face. Et donc, du coup, vous allez pouvoir dire, ça tombe dans cette thématique-là, et il y a cet outil qui peut être utilisé pour cette raison-là, mais voilà ce que ça ne fera pas. Et nous, on va dire, très bien, vous avez bien identifié l'IA qui est appropriée à ça. Et progressivement, dans les mois, ça vous permet de voir différents aspects pour qu'à la fin, fort de ces 6 mois, vous puissiez dire, maintenant, si on m'évoque une problématique, je peux distinguer les problématiques avec de l'IA et les autres. Et dans ces problématiques IA, je vois ce qui peut être intéressant à faire, facile à faire d'ailleurs, plus complexe à faire, et de comment je peux, en tout cas, quel va être mon écosystème pour pouvoir réaliser une telle problématique. Y a-t-il encore des questions? Ne soyez pas timide, c'est l'occasion. Dans le fil des questions. Ouais. Envoyez-en plein à Philippe, comme ça il fera un long mail pour répondre à toutes les questions. Oui, dans tous les cas, on y répondra. Je ne sais pas, peut-être Jennifer, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton expérience? Est-ce que, au-delà de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Parce que j'ai l'impression que tu es devenu très technophile, averti. Qu'est-ce que ça a apporté en plus dans ton quotidien et tout? Qu'est-ce que ça a transformé? Oui, je veux bien faire un retour rapide. Donc moi, je suis partie de un peu, je vais dire le stade 0. Enfin, même si j'étais dans le secteur de l'e-commerce, mais tout ce qui était IA et vraiment gestion de la data sur le machine learning et supervisé ou non supervisé sont un peu des mots qui ont l'air aussi importants aujourd'hui et un peu complexes, mais qu'on arrive à démystifier avec la formation. J'ai un peu arrivé dans le programme parce que j'avais besoin d'une formation qui soit accessible déjà à des managers qui ne sont pas techniques. Puisque j'avais fait une école de commerce avant et j'étais dans des secteurs où j'étais plutôt généraliste dans le digital. Donc, ça m'a permis de démocratiser ce langage, mais aussi de comprendre en termes d'insertion high level, plutôt macro, qu'est-ce que ça voulait dire de mettre de l'IA au sein d'une entreprise, comment on pouvait l'intégrer au sein de départements, de comprendre les impacts éthiques aussi, et d'avoir des ressources sur finalement, si j'ai besoin d'avoir une connaissance ou un savoir, quelles sont les personnes à activer? Est-ce que ce sont des chercheurs? Est-ce que ce sont des personnes qui sont ingénieurs? Quels sont les différents types de profils? Donc, ça aide beaucoup à finalement déconstruire tout le bruit qu'il y a autour de l'IA. Et puis, ça m'a permis peu à peu à prendre la parole sur ce sujet, d'abord sur LinkedIn, en voulant démocratiser ce que j'apprenais moi, puisque je pense qu'il y avait plein de gens qui étaient aussi dans ma situation. Et finalement, en tirant le fil rouge, finalement, à en créer, à en faire une société.
Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir ce type de formation qui sont pas dans le voilà, on va pas faire du prompting toute la journée, mais par contre, on a une vision d'ensemble qui permet de mieux aborder ce qu'il y a aujourd'hui en termes de société, mais aussi entreprise. Donc, voilà, en quoi ça a beaucoup changé pour moi. Merci. Je vois qu'il y a une question de Samy. Oui, bonjour. Merci pour la présentation et les témoignages. Moi, j'ai une question par rapport à la localisation et l'adaptation de l'IA par rapport à une zone géographique. Je travaille chez Orange au niveau du développement de services à l'international, des partenariats notamment en Afrique. Est-ce qu'il y a un volet justement d'adaptation des outils qui soient Walled Garden, enfin des outils pour des zones régionales, soit Afrique ou autre? Est-ce qu'il y a un volet justement qui n'est pas franco-français sur la question des RGPD, sur les types de données, sur la compte. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse en fait. Alors, par exemple, typiquement, les exemples qu'on donne ne sont pas tout le temps spécifiques au cas de la France, hein. Alors, on peut parler, par exemple, effectivement des États-Unis, mais pas que. Il y a typiquement l'Inde, la Chine, l'Afrique qui vont pouvoir sortir. On a des sources d'informations comme Zendi ou autres qui sont citées, qui sont des sources d'informations plus spécifiques selon la localisation à laquelle on se trouve. Typiquement, le cours où il y a mention du RGPD, eh bien, on voit aussi quelles sont les autres entités qui permettent de gérer la protection des données personnelles à l'échelle du monde. D'accord. Donc voilà, il y a un peu une mise en parallèle aussi avec ce qui se passe ailleurs. Voilà. Après, nous, à titre personnel, on a aussi nos retours d'expérience qui peuvent être un peu plus internationaux sur certains points, mais qui restent après majoritairement français pour certains. Mais voilà, en tout cas, de ce qu'on a pu voir à minima passer, on n'est pas que 100% français. D'accord. Et autre question, si on a l'intention d'avoir un projet de développement d'une solution, est-ce qu'on est en relation avec, moi je ne suis pas du tout techos, hein, est-ce qu'on est en relation avec des développeurs, on a la possibilité d'avoir un networking avec des gens qui pourraient développer des choses dans le cadre de notre projet? Oui, alors notamment déjà, il y a un réseau INTBS qui est en lien. Alors comme on le disait, INTBS est en lien aussi avec la partie Télécom Sud Paris qui forme des ingénieurs qui vont être autant des développeurs classiques ou développeurs IA. On a aussi, nous, notre propre réseau de contacts côté Just AI, donc c'est des leviers qu'on peut actionner aussi derrière. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autres nouvelles questions. Alors, on arrive au terme du temps prévu. Maintenant, on n'est pas avare de quelques minutes supplémentaires si certains avaient encore des questions. N'hésitez pas. Sinon, donc je vous rappelle le calendrier pour ceux qui veulent candidater. Elisabeth et moi-même, nous sommes à votre disposition. N'oublions pas la date du 15 juin 2025, pas comme c'était marqué 2024 sur ma feuille. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit sur le processus de candidature, mais aussi sur la construction de votre dossier de financement jusqu'au contrat. Et puis aussi pour discuter, pourquoi pas, avec vos entreprises, pour ceux qui envisagent aussi de mettre en place des cofinancements ou des solutions de ce type. Et puis, donc le replay sera disponible dès demain, je crois. Et Elisabeth et moi, voilà, on est à votre disposition pour répondre aux questions spécifiques. N'hésitez surtout pas. Bonne conclusion. Très bonne soirée et j'espère à bientôt. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.